Voilà. Nous y sommes. Très très chaud, il va faire 40, 47. Voilà, c'est l'endroit le plus chaud de la Turquie. Je n'ai pas de formation scientifique, et ce qui va suivre est une enquête, une analyse. Ce travail n'est que le fruit de l'envie de vous faire partager ma curiosité et mes doutes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu préhistorique exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial depuis 2018, je dirais que ces vestiges se situent en Turquie. Mais je vais passer outre les informations classiques que vous trouverez aisément sur le net pour dire que Göbekli Tepe se caractérise par des particularités qui ont assis la notoriété mondiale de ce site. En résumé, son ancienneté. Découvert en 1963 et fouillé à partir de 1995, l'estimation des archéologues positionne le site à environ moins 12 000 ans, avec plusieurs périodes de construction postérieures. Suivant la source, des éléments plus anciens feraient reculer encore cette date à moins 14 500 ans, ce qui en fait provisoirement sans doute le site le plus ancien présentant une construction élaborée. À l'opposé, d'autres études scientifiques plus précises donnent deux périodes d'utilisation, moins 9600 à moins 8500 ans, et la dernière, moins 8240 à moins 7700 ans. Son architecture particulière. Les formes arrondies des diverses enceintes sont appelées enclos. Ces enclos sont repérés avec les lettres A, B, C, etc., suivant l'avancée des fouilles, je suppose. Leur juxtaposition compose une sorte de village préhistorique, mais les lieux sont considérés par les archéologues comme un ou plusieurs temples à ciel ouvert. D'autres structures quadrangulaires plus récentes ont été aussi mises au jour. Ces représentations. Les gravures, ou plutôt les sculptures, portent à de nombreuses interprétations pour essayer de reconstituer l'histoire et la fonction des lieux. Ces piliers. Les monolithes en forme de T, intégrés à une structure circulaire, ne sont pas uniques en leur genre dans la région. L'interprétation du site. La combinaison piliers-sculptures de bras et de mains sur les fûts ont conduit les archéologues à penser à des représentations de corps stylisés. Autrement dit, le fût pour le corps et le rectangle supérieur pour la tête. La découverte archéologique. La zone aurait été totalement et volontairement remblayée jusqu'à dissimulation complète dans un monticule intégré à la colline appelé tertre. La concordance des archéologues. L'existence de toitures sur les enclos est majoritairement exclue. Son éventuelle fonction d'observatoire astronomique. Pour chaque structure circulaire, les deux piliers centraux seraient tous orientés vers la même constellation. Sa fonction de temple. Les enclos ont été qualifiés de lieux de rassemblement utilisés à temps partiel en fonction des migrations des occupants. Cette notion de temps partiel vient du fait que les peuplades préhistoriques n'auraient pu trouver à se nourrir en restant sédentaires. Les autres qualifications. Le ou les plus anciens temples du monde, le berceau de la civilisation, un lieu de rassemblement communautaire. L'hypothèse conventionnelle. La sédentarisation liée à l'agriculture naissante à l'époque serait à l'origine de la religion, donc de la construction de temples. Mais depuis peu, ce serait l'inverse. Ces artefacts. Des ossements trouvés sur site témoignent de la pratique du culte des crânes.
Aujourd'hui, une toiture de bâche de forme circulaire protège le site des intempéries. Une passerelle périphérique ondulée contourne le site pour permettre aux visiteurs de surplomber et de s'approcher au plus près des vestiges sans y pénétrer, et pour cause. Une autre zone, sur un autre versant de la colline, est aussi couverte par une toiture métallique pour protéger les fouilles. Elle est interdite au public pour l'instant et sans doute de nouvelles investigations seront à mener. Techniquement, l'ouvrage passerelle en toboggan est efficace et très bien élaboré. Mais visuellement, la différence des 10 000 ans au moins d'évolution vient un peu gâcher la visite. C'est l'éternel dilemme pour gérer le tourisme de masse. Pour les puristes, la passerelle empêche un peu d'apprécier visuellement l'encastrement des ouvrages dans le profil de la colline. Mais comment faire autrement ? En parlant de profil, Göbekli Tepe se traduit par colline en forme de ventre. D'autres traduisent par colline au nombril, peut-être par extrapolation. Heureusement, à la ville voisine de Sanliurfa, un magnifique musée présente une reproduction grandeur nature de l'enclos D qui permet de s'intégrer physiquement au lieu. L'ensemble des constructions circulaires sont semi-enterrées mais instables. Les piliers en T et les murets de pierres et d'argile sont en fait indissociables pour la tenue de l'ouvrage. Les murets servent de contreventement aux piliers qui, eux, sont beaucoup plus hauts. Ces structures semblent enchevêtrées, du moins très proches, donnant une impression de labyrinthe et chacune fait partie intégrante de l'ensemble. Les deux piliers centraux, isolés d'une hauteur de 5 à 6 mètres, d'un poids estimé entre 10 et 16 tonnes, sont maintenus par un étaiement obligatoire mis en place lors des fouilles. Celui-ci est à mon avis plus que provisoire. La roche des piliers en T n'est clairement pas la même que celle des murets. Celle-ci est une roche calcaire, tendre, facile à sculpter. Des trous ronds ont même pu y être réalisés. Tous les piliers ont été repérés et numérotés par les archéologues pour faciliter les investigations. Ceux-ci ont tous la même forme en T caractéristique, mais ils sont de dimensions inégales et approximatives, que ce soit dans l'épaisseur, la hauteur et le gabarit en général, certains ne touchent même pas le sol. Le sommet plat des piliers laisse apparaître des petites cavités et des encoches caractéristiques. Les piliers sculptés témoignent déjà pour l'époque de la notion de relief dans les représentations. Mais nous étions déjà habitués aux représentations en perspective dans les grottes ornées de la préhistoire. Par exemple la grotte Chauvet, à environ moins 35 000 ans. Je me dois aussi de souligner l'importante notion d'esthétique qui devait émaner de la disposition de la forme générale et surtout des deux piliers centraux qui trônent majestueusement au milieu. Les sculptures représentent pour la plupart des animaux ayant un rapport avec la chasse. Certains s'étonnent de voir la représentation de sangliers, lions, renards, ou oiseaux à longues pattes. En fait, pas de mystère sur ce point, car le climat, la faune et la flore de l'époque ne correspondent pas forcément au climat de l'actuelle Turquie. L'existence d'un sol stabilisé maçonné, résistant et nivelé, fait penser à une dalle de béton, ou plutôt un terrazzo. Sur le pilier numéro 43 enclos D, le plus célèbre, des sortes de sacs avec anses rappelant à tort les sacs des Anunnakis sont gravés en partie haute. Sur un des piliers de l'enclos D, une ceinture avec un pagne est représentée avec un semblant de texte primitif. Des sortes de parenthèses et en particulier un mystérieux symbole en forme de hache. A priori, ce symbole ne correspond pas à quelque chose de visible dans la nature et qui peut être reproduit. Mystère. Rien ne laisse apparaître un canal ou une adduction d'eau ou la présence d'une source à proximité, sauf à l'entrée du site, enfin l'entrée actuelle. On y découvre une zone de roche relativement plate avec une cavité creusée correspondant peut-être à une citerne. Je rappelle au passage, l'eau est un élément vital.
tous les villages primitifs ou plus récents ont été construits à sa proximité, et dans ce cas, le site n'aurait pas été exploité pendant quelques 4000 ans sans présence d'eau. Apparemment, pas de traces de combustion correspondant à un foyer à caractère d'habitation. Information sous réserve, bien entendu. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas identifié de trouée ou réservation dans les murs périphériques au niveau du sol, pouvant clairement être qualifiée d'entrée. J'indique bien encore une fois que ce qui va suivre est une analyse strictement technique et personnelle résultant de mes connaissances en rénovation de bâtiments, de ma visite sur les lieux, des musées et des données recherchées sur le net. Je voudrais dire aussi que je n'ai laissé que peu de place aux hypothèses et j'ai repris les avis scientifiques pour donner les informations requises pour ce documentaire. Sauf bien entendu pour ce qui concerne le bâtiment en lui-même, où je maintiens mes affirmations, disons, divergentes. Tout d'abord, je voudrais remettre les choses dans le contexte. Nous sommes à la période transitoire du Paléolithique supérieur et du Mésolithique. L'homme, chasseur-cueilleur, est vêtu de peau de bête. Dans cette région, il débute aussi dans la sédentarisation, la domestication et l'agriculture sauvage. Sur le site, seuls des outils silex et tout récemment des petites meules de pierre ont été trouvés. Les moyens de construction sont donc très limités et les matériaux sont pour moi, disons, providentiels. Extraire la roche est quasiment impossible à l'époque, et même couper un arbre au silex est une performance, à part d'être un castor. Côté capacité, c'est exactement ce que reflète pour moi Göbekli Tepe. Un pas d'évolution important a été franchi entre la grotte ou la hutte par rapport à l'édification de structures de bâtiments techniquement réfléchies comme celle-ci. Ne nous trompons pas et ne sous-estimons pas les constructeurs. Certes, ceux-ci devaient manquer de moyens techniques, mais sûrement pas d'habileté et d'intelligence. La construction de ces édifices nécessite d'abord de fédérer ses congénères tribaux à la cause commune, d'établir plus ou moins une sorte de plan correspondant aux besoins, de visualiser les formes finales et choisir les emplacements. Il faut que le bâtiment soit pérenne et corresponde à l'environnement climatique. Ce n'est pas tout. Il faut gérer le transport, les questions de niveau de l'ouvrage, de hauteur, de dimension des éléments et donc créer une sorte d'unité de mesure approchante. Au-delà, il faut maîtriser par la communication l'organisation du travail de dizaines d'ouvriers. Pour tout cela, un langage minimum commun élaboré a sans doute été nécessaire. Nous avions déjà SMIC et HLM, voici un nouveau venu, le LMCE, je viens de l'inventer. Pour certains scientifiques, les prémices du langage seraient apparues entre moins 300 000 et moins 150 000 ans, et pour d'autres, vers moins 50 000 ans par une mutation génétique. C'est dire si l'on est fixé pour Göbekli Tepe avec une fourchette de 250 000 ans d'écart. En tout cas, je n'ose pas imaginer nos ancêtres constructeurs édifier ces structures en poussant des grognements. Autre précision, le manque de connaissances n'a rien à voir avec le raisonnement. C'est le raisonnement qui éveille la connaissance. Sur ce coup, je trouve ces constructeurs plutôt débrouillards et astucieux pour l'époque. Voici donc où je veux en venir. Je laisse pour l'instant l'hypothétique interprétation des représentations pour m'occuper de quelque chose que je connais bien, le bâtiment. Malgré leur importance, je considère pour ma part que ces sculptures et symboles sont secondaires. Elles peuvent avoir été réalisées un peu comme on expose un trophée ou comme on colle un papier peint dans une maison, à fonction décorative et de surcroît, pas systématiquement comme des représentations divines ou de cultes funéraires. Il n'y a pas que les sculptures qui peuvent parler. Les murs aussi. Je suis très étonné par exemple que personne n'ait pu me renseigner concernant la provenance de cette roche tendre qui constitue les piliers.
Notre guide chevronné précise que les archéologues l'ignorent. C'est pour moi la question numéro 1, car avec des moyens limités, je soupçonne le possible emploi de strates de roches qui constituent une sorte de matériau béni des dieux, puisque déjà préfabriqué en quelque sorte. Comme vous le voyez sur les images, la récupération de strates de pierre résoudrait en partie le problème de l'extraction jusque-là considéré comme très difficile à cette époque. Seule resterait la rectification, la découpe des formes en T, silex contre pierre tendre, sans oublier la manutention bien entendu. Une méchante performance pour l'époque si l'on se base aux alignements de Carnac, à tous les dolmens de France, d'Espagne, de Sardaigne ou même au bloc de Stonehenge. Ces ouvrages mégalithiques, beaucoup plus récents, étaient élevés avec des pierres de tout venant, récupérées, choisies, dressées, mais peu taillées et a priori non extraites. Si par contre la carrière de Göbekli Tepe est identifiée et que la roche ne se présente pas en strate mais en roche massive, il faudra attribuer l'extraction au constructeur, et là je dis chapeau. J'ai un gros doute sur cette possibilité, car si extraction il y a, ce sont probablement des piliers carrés autostables qui auraient été exécutés plutôt que des sortes de tranches de roche à maintenir en équilibre. Ceci expliquant cela, avec des strates comme matière première, les différentes épaisseurs et gabarits qui constituent les piliers n'ont plus rien de surprenant. Les murets de pierre, quant à eux, ne permettent pas isolément d'atteindre raisonnablement une hauteur qui dépasse les 2 mètres sans l'emploi d'un mortier de liaison. C'est la combinaison des matériaux monolithes, des piliers et des murs en pierre sèche qui a permis de réaliser un édifice d'une telle hauteur. Il manque cependant un élément primordial pour tenir et contreventer l'ensemble en hauteur. Une impérative charpente bois, car je suis bien sûr persuadé que les bâtiments étaient couverts. Je l'ai dit précédemment, la structure est instable et les 2 piliers centraux, appelés piliers jumeaux, dépourvus de leur charpente, sont carrément en équilibre. Leur ancrage au sol est misérablement estimable entre 10 et 20 cm pour des piliers plats de 5 ou 6 mètres de haut. Cette encoche basse dans le rocher empêche seulement le glissement du pied du pilier. C'est donc pour cette raison que lors des fouilles, il a été impératif de placer un étaiement. Les petites encoches sur les sommets des piliers devaient servir d'ancrage à une sorte de mortier de scellement pour la fixation des troncs d'arbres qui faisaient office de charpente et de chaînage périphérique. Concernant les fameux piliers, je considère qu'à l'origine, la forme de base en T n'a pas fonction initiale de représentation humaine ou divine stylisée, mais bien de soutenir une toiture. Ajoutez à cela, sur d'autres, toutes sortes de représentations sont gravées ou sculptées au niveau de la partie haute du T. Les piliers ont été utilisés aussi pour des représentations de corps ayant ce physique tout plat adapté à la surface disponible. Après, tout peut être dit. Je cite. Ils n'ont pas voulu représenter dans le monde réel leur divinité ou leurs ancêtres. La pratique de la décapitation post-mortem expliquerait l'absence de visage. Tout cela est possible, mais reste une interprétation. En résumé, la forme des piliers a plutôt et avant tout plusieurs fonctions techniques essentielles. Élever un bâtiment à une hauteur conséquente. Faciliter le transport, tel que mis en scène dans le musée. Supporter en tête 2 rangs de troncs, soit 4 par pilier au niveau des jonctions, ce qui explique la surlargeur en partie haute. Vous remarquerez que je n'ose pas prononcer le mot poutre pour l'époque. Permettre l'accroche de liens de fixation des troncs en l'absence de moyens mécaniques. Réduire le poids pour le transport, la mise en œuvre et éliminer le superflu. Je vais plus loin. Leur disposition en forme arrondie, un peu ovoïde, permet en fait de constituer une ceinture haute en bois et de verrouiller l'ensemble des piliers sans discontinuité. C'est une caractéristique supérieure de pérennité en stabilité de la partie haute de la structure, mais aussi au niveau de résistance aux poussées du terrain en partie basse des murs par rapport à des murs rectilignes.
Vu la notoriété de Göbekli Tepe, le nombre d'écrits ou de films, on serait tenté de croire que celui-ci est unique. Mais ce n'est pas du tout le cas. Une dizaine de villages d'habitation au moins correspondant à la période ont été découverts. Certains n'ont pas encore fait l'objet de fouilles, d'autres ont disparu à jamais. Des formes de construction quadrangulaires ou circulaires, enterrées ou pas, étaient utilisées dans la région où l'on retrouve les fameux piliers en T similaires, notamment Karahan Tepe, Sefer Tepe, Virand Seir, Nevalikori. Cela témoigne qu'une communication technique existait entre les différentes tribus ou clans. Plus loin, les villages Klimonas et Kirokitia à Chypre, datés à moins 11 000 ans, présentent des structures circulaires non enterrées avec la même proximité de voisinage. Dans le monde entier, des huttes, de structures évidemment circulaires ou ovoïdes, plus récentes, entièrement édifiées en bois, reprennent exactement la position centrale d'un ou deux piliers jumeaux pour soutenir le toit et libérer un plus grand espace de vie. Je précise quelques termes au passage. Une toiture est composée de la charpente et de la couverture. Je vous ai décrit ci-dessus la charpente, qui est une ossature bois capable de reprendre des charges, de les répartir sur les divers éléments qui la soutiennent et d'ouvrir l'espace intérieur. La couverture, quant à elle, constitue l'étanchéité. Suivant les pays, les régions, les températures et les matériaux disponibles, l'homme a inventé moult techniques pour se protéger des intempéries. La tuile, l'ardoise, la lauze, le chaume, le bois, mais aussi l'argile et la terre. Il fut une époque où elle était utilisée comme matériau de couverture végétalisée, car finalement, celle-ci est un bon matériau, isolant du froid et de la chaleur. Un autre avantage peut-être à cette technique est tout simplement la possibilité de se fondre dans le décor, pour disparaître aux yeux de ses ennemis dans le profil de la colline. Nous avons des exemples d'emploi de terre à la préhistoire pour les couvertures des dolmens ou des tumuli. Je suis persuadé que cette pratique a été employée pour Göbekli Tepe. Bien sûr, cette hypothèse divergente fout à l'eau toutes les théories d'observatoires astronomiques et d'alignement des piliers avec les constellations, des solstices et peut-être aussi la fonction de temple largement exposée sur le net. Pour ce qui concerne le sol, l'état de conservation du dallage est une preuve indirecte comme quoi les enclos étaient bien couverts. Ajoutez à cela, la configuration semi-enterrée des lieux avec un sol étanche nécessite forcément une toiture. Faute de quoi, l'ouvrage n'aurait pas résisté aussi longtemps aux précipitations et les enclos se seraient transformés en piscines municipales préhistoriques. Pendant les fouilles aussi, le problème est majeur. On constate évidemment sur Google Earth, en touchant le curseur des années, que des toitures de protection provisoire ont dû être réalisées à l'avancement des recherches. Mes recherches sur le net m'ont amené à découvrir des représentations surprenantes. Ce sont des vues d'artistes que je me dois de remettre en question. Présenter le soulèvement des piliers à la verticale avec un tripode et des cordes n'est pas raisonnable à la préhistoire. D'abord, le semblant de roue ou de poulie à placer au sommet du tripode n'existe pas chronologiquement. D'autre part, il faudrait croire que l'ensemble de levage serait capable de résister en moyenne à une charge de, disons, 10 ou 15 tonnes. Même pour 3 tonnes, quelle serait la nature des cordes ? Bien sûr, voici l'autre version. Façon recette de cuisine et maquette au 1/20 environ, réalisée avec les moyens du bord. Ce n'est peut-être pas la bonne recette, mais elle a au moins l'avantage d'être techniquement réalisable. Choisissez un terrain meuble à flanc de colline, visualisez dans votre tête la construction circulaire et tracez l'implantation approximative au sol. Oubliez le principe premier d'une excavation générale pour créer une plateforme. Creusez plutôt de grands trous aux emplacements choisis pour les piliers et les décaler si nécessaire en cas de présence de roches. Insérez ceux-ci en position semi-verticale en les faisant glisser dans les trous
ce qui évite d'avoir, comme dans l'hypothèse officielle, à soulever la pleine charge à la verticale. Excavez une travée de terre entre deux piliers. Rectifiez la verticale et les niveaux d'assises des piliers et montez le mur en pierre et argile jusqu'à une hauteur raisonnable pour venir contreventer deux premiers piliers. Répétez l'opération sur toute la périphérie, travée par travée, en laissant la partie centrale avec les deux poteaux pour la fin, car ceux-ci ne pourront être maintenus debout que par la mise en place des troncs de la charpente et de leurs pierres de fondation avec l'encoche, etc. Terminez la toiture comme expliqué en posant une structure bois secondaire ligaturée. Cette charpente devra idéalement être recouverte par une couche d'argile compactée, liée à la charpente par le remplissage des interstices de l'ossature secondaire pour une étanchéité parfaite. En finition, l'ensemble sera recouvert d'une couche de terre triée et compactable. Cerise sur le gâteau, placez la probable souche d'évacuation de fumée. Pour avoir un nid douillet, il restera à réaliser le traitement du sol par l'exécution d'un terrazzo général nivelé. Avant cela, un dernier ouvrage est à réaliser pour l'étanchéité des murs et du sol avec le terrain environnant. D'autres morceaux de mur ceinturent l'enceinte principale. Et cette configuration en forme de virgule ou en mur rectiligne sont représentées sur des illustrations, mais leurs fonctions sont difficiles à apprécier. Pourtant, j'ai une piste. Si l'on accepte mes affirmations, comme quoi les constructions étaient couvertes et semi-enterrées ou adossées au talus, il est évident qu'il leur a fallu gérer aussi le problème du ruissellement et de l'infiltration de l'eau de pluie pour que les lieux ne soient pas inondés à la fois par les eaux de la toiture et des ruissellements souterrains. La solution coule de source. Excellent terme approprié. Faute de drain et d'étanchéité, une tranchée périphérique partielle a été ouverte au droit des résurgences faisant office de caniveau. Le fil d'eau idéal du caniveau se trouvant initialement bien entendu plus bas que le sol intérieur. Un deuxième mur a été élevé pour tenir les terres et l'enceinte principale s'est trouvée ainsi bien protégée, au-dessus du niveau des eaux d'infiltration. C'est plus ou moins la même méthode que nous appliquons de nos jours pour la construction d'une maison à flanc de colline. La configuration des lieux indique clairement que la distinction entre portes et fenêtres n'était pas à l'ordre du jour. L'entrée des habitations est pour moi inexistante, du moins telle que nous la concevons aujourd'hui. Je soupçonne alors un accès descendant par l'une des ouvertures périphériques hautes. On peut voir d'ailleurs, côté intérieur, à certains endroits, une sorte de surélévation laissée en place lors des fouilles, pouvant remplir la fonction d'escalier pour descendre à l'intérieur du lieu. Les ouvertures périphériques hautes, occultables, créées par ce principe de structure, étaient multifonctions, idéales pour profiter de la chaleur, de la lumière du soleil et du renouvellement d'air dans le cas d'habitation. Un habitat logique, évolué, proche d'une autre, mais rappelant la configuration d'une grotte. Une construction adaptée à une vie communautaire et à ses besoins il y a quelques 12 000 ans, pour se protéger de ses ennemis, des températures et des prédateurs du Paléolithique. C'est un gros point de questionnement pour les archéologues qui ont eu sans doute à extraire un volume de fouilles considérable. L'idée surprenante du remblaiement volontaire par les occupants est communément acceptée, sans pour autant donner une raison qui ne soit pas un peu extrapolée, liée à un abandon de culte, donc un abandon du site. Le remblaiement d'abandon du site représenterait un travail titanesque de mètres cubes de terre à extraire et à manipuler en une seule fois, contrairement aux excavations de la construction qui, pour ma part,
ont dû être réalisés au fur et à mesure de l'agrandissement du village pendant quelques 4000 ans. De toute façon, si tel est le cas, cette pratique de remblaiement général appliquée à la vingtaine de structures et à tout le reste autour serait à ma connaissance une particularité. Bien que pour remonter dans le temps et mettre au jour des vestiges, il faille toujours creuser, il apparaît à certains endroits un remblai spécifique, comme trié. Si l'on adopte ma théorie de couverture végétalisée, la question incompréhensible du remblaiement volontaire se trouve peut-être partiellement élucidée. Ranger les neurones, je pense à quelque chose de très simple. Lorsque le village a été abandonné, les toitures se sont effondrées et la terre entreposée sur le toit, en forme de dôme, a comblé partiellement les structures. Au fil des millénaires, les bois de charpente ont pourri, disparu, ou été récupérés pour d'autres usages ou combustibles. La poussière du temps et les ravinements ont fait le reste, jusqu'à dissimulation presque complète, au même titre que la majorité des ruines. Autre constatation, compte tenu de la nature tendre de la pierre des piliers, la faible érosion des sculptures existantes, l'intégrité des angles et l'état des sols témoignent évidemment que les bâtiments étaient couverts. L'ensevelissement par écroulement des toitures a offert une protection définitive aux intempéries. Comme on le voit en détail sur les images, le remblai central laissé en place lors des fouilles démontre la présence d'une granulométrie particulière, exempte de gros cailloux. Il s'agit apparemment d'un mélange de terre et de petites pierres calibrées. Je ne pense pas me tromper en disant que ce matériau était celui utilisé pour la couverture, car adapté au compactage. La colline de Göbekli Tepe que nous observons aujourd'hui, à l'aspect rasé, n'est probablement pas représentatif de ce qu'elle était, même dans la large fourchette de moins 12 000 à moins 7 700 ans. La vie, l'évolution et la mort sur notre planète a toujours été liée aux variations climatiques et aux cataclysmes divers. La dernière glaciation, appelée Würm, a duré 100 000 ans. La glace accumulée sur les terres pendant cette très longue période froide a fait baisser le niveau des mers d'environ 120 mètres. Les dates de Göbekli Tepe correspondent aux phases de déglaciation et de réchauffement de la planète. On sait aussi par exemple qu'à cette époque, l'Égypte était verdoyante et bénéficiait d'un climat tempéré. Mais dans le détail, vu l'écart des périodes d'occupation annoncées, quel climat, quelle végétation et conditions de vie à l'époque pour l'actuelle Turquie, située plus au nord? Le paramètre primordial des températures doit être intégré aux hypothèses émises sur Göbekli Tepe pour déterminer le type d'habitat, et ce n'est hélas pas toujours le cas. Côté matériaux providentiels, pour la charpente, la colline était peut-être boisée. Ajoutez à ça, de nouvelles hypothèses positionnent un impact cométaire autour de moins 12 800 ans dans le Grand Nord. Celui-ci aurait modifié le climat sur toute la planète et interrompu momentanément le cycle de déglaciation. Les interprétations des sculptures et gravures sont l'objet de 90% de ce qui est écrit ou imagé sur Göbekli Tepe, occultant parfois des éléments plus concrets et factuels. J'avoue être beaucoup moins qualifié sur ce chapitre, mais je peux dire que les sculptures démontrent sans équivoque une certaine habileté dans la représentation de la réalité, et représenter parallèlement des humains avec le profil de tête carrée me semble totalement surprenant. Malgré l'étroitesse des piliers, un profil de visage aurait pu être sculpté sur la tranche haute. L'idée qui était mise de représentation stylisée me gêne un peu pour l'époque. Pourtant, on ne peut que constater. Je dirais plutôt qu'il y a eu réemploi ou adaptation du support disponible existant. Dans la plupart des cas, les artistes peintres ou sculpteurs maîtrisent d'abord parfaitement leur art de façon classique avant de produire des œuvres stylisées, venant sublimer leur travail.
D'ailleurs, dans ce cas précis, le reste des sculptures laisse apparaître contradictoirement un travail appliqué, un souci du détail, le plus réaliste possible, pas du tout dans le stylisé. En ce qui concerne les représentations animales, sur un pilier sculpté dans son ensemble, les arêtes génèrent le plan vertical et horizontal de l'œuvre, comme en fait une feuille de papier dessin ou un tableau. C'est pour cette raison que je suis convaincu que la plupart des animaux seront présentés couchés sur le flanc, donc morts. C'est le cas pour le pilier numéro 43, où la direction inclinée des pattes des oiseaux ne correspond pas à un plan vertical, donc pas à une station debout. La représentation du scorpion représente son ventre avec les insertions des pattes. Celui-ci est incontestablement sur le dos. Sur d'autres piliers, des serpents sont alignés, comme des trophées. Mais encore, des représentations de renards ne semblant pas toucher le sol, avec la direction des pattes qui ne figure pas la stature de la marche, puisque le coude des pattes avant est plié. Même certitude pour le sanglier, en clos C, pilier 12. De plus, celui-ci a clairement l'œil fermé, et le détail du dessous des sabots est parfaitement représenté. Un élément minime qui ne devrait pas figurer si l'animal était debout. Cette interprétation est applicable pour quasiment tout ce que j'ai pu y voir, y compris la frise d'oiseau, comme une offrande en pied d'un pilier central de l'enclos D. Autrement dit, la plupart des nombreuses sculptures seraient la représentation en vue de dessus de scènes d'exploits de chasse avec des animaux évidemment morts. D'autres scènes semblent représenter des animaux bien vivants. Le vautour avec ses ailes déployées, le félin tout en relief et sûrement d'autres. Quand on voit la précision des sculptures, du félin, pilier 27, de la panthère ou du lion, du sanglier avec les canines en détail, du loup ou renard, enclos B, pilier 10, avec ses attributs, il faut accepter que rien n'a été fait au hasard et qu'aucune erreur n'a été commise dans la représentation de la réalité. Les archéologues pensent qu'il faut chercher à interpréter les sculptures de chaque pilier comme une scène vécue à part entière ou un message et ne pas prendre les divers éléments représentés de façon isolée. Je cite, pilier numéro 43. Le personnage tout en bas du pilier a été piqué à mort par un scorpion particulièrement gros. Suivant le rite, sa tête, le cercle, va être donnée au vautour pour s'occuper du nettoyage, puis son crâne exposé. Un autre thème, les piliers anthropomorphes enclos D, numéro 18 et 31, parés de bras et de mains, présentent aussi et sans nul doute une ceinture, avec une boucle matérialisée et un pagne. De surcroît, celle-ci est gravée avec des symboles précis, faisant penser à une proto-écriture ou éventuellement un message. Ironiquement, il me semble que cette ceinture, telle qu'elle est représentée, n'est pas chronologiquement celle de Rahan, fils des âges farouches, mais plutôt celle de Conan le barbare, plus récente. Je me trompe sûrement, mais pour moi, exit les peaux de bête. Cet accessoire vestimentaire esthétique et utilitaire est assez évolué pour l'époque, même s'il est indiqué que le site a été occupé pendant 4000 ans. Cependant, elle est bien là. Pas de traces de costume-cravate. Ouf! Il existerait sur place, d'après les recherches effectuées au géoradar, en tout environ 200 piliers pour une vingtaine d'enclos similaires dans la zone qui ont une proximité avérée. Ce nombre de 20 me gêne un peu. Que l'on qualifie les lieux de temples, d'observatoires, de cliniques chamaniques, nul besoin d'une telle installation. Une fonction complémentaire de lieu de réunion de plusieurs clans a donc été trouvée pour justifier du nombre. Une salle des fêtes. C'est surprenant quand même. Pour moi, seule l'existence d'un village justifierait un site si étendu. C'est pour cela que j'ai souligné précédemment le problème de l'eau et du feu. L'absence de foyer caractérisé dans l'enceinte n'exclut pas totalement la fonction d'habitation. J'ai lu quelque part qu'on a trouvé du charbon de bois lors des fouilles, mais cette information ne prouve rien.
Les habitants de l'île de Pâques, par exemple, découverts par les colons en 1872, vivaient encore dans des huttes surbaissées, faisant seulement office de chambres à coucher communes. Les cuisines étaient extérieures. Pour ce qui concerne les représentations et sculptures, leur art s'est exprimé à travers des descriptions d'animaux, de plantes ou de scènes de chasse liées à leur quotidien de vie, et sûrement pour la vénération des ancêtres. Leurs prédécesseurs du Paléolithique signaient leurs œuvres de peinture dans les grottes avec l'empreinte de leurs mains. Peut-être les bras et les mains sculptés sur certains piliers sont la signature des constructeurs, ou peut-être, en extrapolant, la représentation du chef de clan portant la ceinture octroyée à son rang. D'ailleurs, l'absence de chef dans une communauté est totalement exclue. D'après ce que j'ai trouvé sur le net, un autre art peut leur être attribué. Le culte des crânes. Pour l'instant, de nombreux os d'animaux ont été trouvés lors des fouilles, mais uniquement des fragments d'ossements de 3 crânes humains. D'après les archéologues, la pratique traditionnelle en vigueur consistait à confier à de fins spécialistes, les vautours, le décharnement des corps après la mort. Le nettoyage opéré, le crâne était récupéré. Particularité à Göbekli Tepe, au lieu d'être remodelé, ceci était gravé, peint, exposé et probablement suspendu comme trophée ou ex-voto. Ce point correspond peut-être à la tentative d'interprétation faite par les spécialistes sur le pilier 43, où la cascade de gravures est interprétée en tant que phrase. Le culte des crânes était pratiqué au Moyen-Orient, à Jéricho, où les traits du visage étaient remodelés à l'argile. Cela n'a rien d'étonnant pour l'époque. Le peuple Nazca, entre autres, à une époque pas si lointaine, pratiquait la décapitation, le cannibalisme et la momification des têtes. En conclusion, je trouve que les critères faisant des lieux une armada de temples ou un berceau de mutation génétique sont quand même bien minces, surtout quand on prend en compte l'existence de nombreux autres sites similaires dans toute cette région. Göbekli Tepe est donc pour ma part avant tout un village préhistorique avec tous ses composants. Cette affirmation n'empêche pas la pratique d'un culte chamanique ou toute autre vénération dans un lieu dédié ou même intramuros. Mes diverses constatations indiquent une technique de construction avancée pour l'époque, liée à un intellect brillant des habitants des lieux, malgré des pratiques spirituelles primitives que nous n'avons pas à juger. Paradoxe, quand on voit ceux-ci représentés habillés avec des peaux de bêtes. D'un autre côté, je me demande ce que des humains de 2023 auraient été capables de réaliser si nous étions brutalement plongés dans le contexte climatique, technique et alimentaire de l'époque. Sans supermarché, nous n'aurions probablement pas survécu au-delà de quelques jours. Les informations et avis décrits ci-dessus n'engagent que moi.